Eh bien, décidément, les gros décrochages boursiers se poursuivent en bourse. On a eu Worldline, on l'a commenté largement ici, Sanofi, on a eu Alstom, et dernier en date, c'est le Danois, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le Danois Ørsted, qui est un géant, un leader mondial européen de l'éolien, qui a perdu sur une seule séance 25%. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escand, éditorialiste au Monde. Le fond de l'histoire, si j'ai bien compris, c'est que ce géant Ørsted a renoncé à construire une ferme éolienne offshore, donc en mer, au large du New Jersey, aux États-Unis. Et de là, tout ça a engendré une baisse d'un quart de sa valeur boursière. C'est colossal, hein. Oui, alors il faut préciser quand même que c'est pas un tout petit projet, hein, c'est un projet. Donc il y avait deux champs côte à côte. C'est un projet d'une puissance de plus de 2,4 gigawatts, c'est-à-dire que c'est plus qu'un réacteur nucléaire en termes de capacité de production. Donc c'est un très gros projet, donc très cher, évidemment. Et effectivement, ils avaient déjà prévenu qu'ils avaient des difficultés sur ce champ pétrolier, donc ils avaient prévenu qu'ils allaient euh, passer à peu près 2 milliards de dollars euh, de, de pertes, enfin, sur ce projet enfin, de provision pour perte en quelque sorte. Et cette fois-ci, eh bien, ils ont dit, ben non, on s'est trompé, ça va être deux fois plus. Donc, on est maintenant sur des prévisions effectivement, de perte de 4 milliards, hein. Alors, c'est des provisions, hein, évidemment, hein, mais c'est tout à fait considérable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éolien est en train de traverser une phase très difficile parce que c'est pas le premier. Il y a eu aussi des projets qui ont été abandonnés en mer du Nord. Il y en aura d'autres sur la côte est de l'Atlantique américain. Et c'est le signe effectivement d'un coup de mou, d'une baisse du vent sur l'éolien en ce moment qui est très importante. Ouais, Alors, elle s'explique. ouais, parce que, Ouais. pardon Philippe, pour moi, comment dire, les États-Unis, on parlait souvent d'Eldorado pour l'éolien. On sait que Joe Biden met le paquet, il y a l'Inflation Reduction Act, évidemment, avec beaucoup de projets d'investissement dans le green. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur l'éolien américain? Il y a un mauvais cocktail entre la hausse des taux d'intérêt, la hausse des coûts aussi, des coûts de production pour Ørsted, et c'est tout ça mis ensemble avec des prix de vente peut-être qui ne sont pas ajustés, en Oui, tout cas à la hausse. oui, absolument. Vous avez donné un peu le catalogue des raisons. En ce moment, alors ça ne concerne pas que les États-Unis, mais c'est le paradoxe, il est encore plus fort aux États-Unis, puisque effectivement, on a un président américain, Joe Biden, qui en a fait une priorité, la transition énergétique, qui déploie des sommes colossales euh, en termes d'argent public pour aider, pour subventionner ces entreprises. Et puis maintenant, on se retrouve avec ce genre de catastrophe qui n'est pas seul, hein, puisque le Suédois Vattenfall avait aussi connu une déconvenue de ce type, pas très loin de là, sur les côtes américaines. Alors, quel est le paradoxe? D'une part, évidemment, il y a, comme vous le disiez, les coûts qui sont considérables. Il y a eu les coûts de matières premières, hein, l'acier, il faut énormément d'acier, le cuivre, etc. Donc, disons que cette année 2023, les coûts sont envolés, donc c'est devenu très cher. Il y a eu effectivement les problèmes logistiques, mais ça, ce sont des problèmes qu'on rencontre dans d'autres industries, qui ont été exacerbés là, mais qu'on rencontre dans d'autres industries. En revanche, il y a effectivement alors les taux d'intérêt, ça on peut le dire également, ça c'est combiné. Et puis il y a ce qui est particulier effectivement à ce type de métier, c'est à combien on négocie le prix d'achat de l'électricité une fois qu'on a installé l'opération. Et tout le modèle économique finalement, il va reposer sur ce prix de vente de l'électricité. Et il se trouve que les gouvernements, alors on a eu la même chose d'ailleurs en Grande-Bretagne récemment, mais le gouvernement, l'État américain, enfin l'État du New Jersey en l'occurrence, n'ont pas voulu renégocier les prix de vente de l'électricité au regard de toutes les difficultés dont on vient de parler. Et donc l'équation économique devient de plus en plus difficile. Alors, c'est pas le seul paradoxe, parce que l'autre paradoxe, c'est que dans ce pays dont le président a fait de la transition énergétique une priorité, eh bien, il y a toute une partie de la population
qui, elle, est pas du tout d'accord avec cette idée de la transition énergétique et notamment des énergies renouvelables. Et aux États-Unis, encore plus qu'en Europe, c'est devenu un sujet de clivage politique absolument considérable. Donc, en gros, si on est pour l'éolien, on est démocrate, et si on est contre, on est républicain. Et évidemment, ça a des répercussions au niveau local, hein. Par exemple, le maire l'élu de la région où devait s'installer ce champ d'éoliennes, c'est un élu républicain, il était farouchement contre, mais aussi évidemment au niveau national. Et alors c'est un problème, notamment pour les financiers qui se trouvent pris dans une espèce de polémique politique dont ils n'ont pas du tout envie. Notamment les financiers, par exemple, hein. On sait que BlackRock s'était beaucoup positionné, par exemple, sur tous ces sujets de l'environnement et de la transition énergétique. Maintenant, ils osent plus trop sortir du bois parce qu'à chaque fois on dit c'est parce que vous êtes démocrate, donc du coup ils sont bannis du Texas, par exemple. Enfin, c'est une matière à polémique qui, évidemment, ne plaît pas du tout à tous les acteurs du business. Donc si ce géant danois, qui est un géant leader européen, géant encore une fois de l'éolien, sort de ce projet, encore une fois, de la côte est américaine, si j'ai bien compris, Philippe, c'est faute de rentabilité. Maintenant, comment est-ce qu'on aboutit à 4 milliards de dépréciation d'actifs? Parce que quand on sort d'un marché qu'on n'y va pas, comment est-ce que potentiellement on peut perdre 4 milliards d'euros, enfin de dollars? Ben parce que c'est un métier, on l'oublie souvent, c'est-à-dire que une fois qu'on a les éoliennes installées, certes, elles produisent de l'électricité gratuitement, puisqu'il n'y a pas de carburant, en tout cas c'est le vent, mais en revanche, c'est extrêmement capitalistique. Et donc il faut dès le départ engager des sommes, un petit peu comme quand on construit une centrale nucléaire d'ailleurs, hein, avec des coûts probablement un peu moindres, mais aussi très importants. Il faut déployer des moyens tout à fait considérables, notamment pour faire des recherches, pour ensuite installer les mâts d'éoliennes, construire les installations. Enfin, voilà, on est dans un domaine qui est extrêmement capitalistique et qui fait que il y a un certain nombre d'investissements qui sont réalisés. Et puis, on inscrit évidemment à son bilan une certaine somme. Et quand, en l'occurrence, ce projet ne se réalise pas, eh bien, on est obligé de déprécier les actifs qu'on avait déjà inscrits à son bilan. Ouais, Philippe, de mémoire, je crois que c'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui disait qu'on n'avait jamais autant investi dans les énergies renouvelables, plus en tout cas que dans les énergies fossiles en 2023, qu'il y avait une espèce de bascule. C'est curieux d'avoir cette déconvenue d'Ørsted sur le marché américain. Qu'est-ce que ça nous dit, encore une fois, que l'éolien offshore, notamment, est en difficulté un peu partout? Et pourtant, on dit qu'il y a beaucoup d'investissements. Oui, oui, on est dans un monde de paradoxes absolus, hein. Donc c'en est un autre. L'AIE, effectivement, elle prévoit que à 2050, si on veut respecter les engagements en matière de décarbonation, il faudrait installer à peu près 2000 gigawatts. Il faudra avoir installé en 2050 2000 gigawatts de puissance éolienne. Aujourd'hui, on est à 70. Donc, quand on voit ça, évidemment, on se dit, mais c'est un marché pour les 30 années qui viennent qui va être absolument colossal. Et c'est vrai. Simplement, comme tout marché, il suffit pas qu'il y ait des perspectives, il faut aussi qu'il y ait des finances en face. Et donc, un modèle économique. Et là, effectivement, il y a disons, un trou d'air un peu particulier du fait qu'il y a des restrictions budgétaires un peu partout, que les États sont encore finalement sur la période où ça coûtait pas grand-chose d'investir et où donc pour décrocher les marchés, les opérateurs d'éoliennes acceptaient des prix très bas. Et maintenant, on s'aperçoit que non, en fait, l'éolien, ça va quand même coûter cher, ça coûtera plus cher et que l'électricité issue de l'éolien, ça sera pas une électricité gratuite, loin de là. Donc il y a cette espèce de décalage permanent qui fait que effectivement on est dans une situation mais qui va pas durer, c'est-à-dire qu'effectivement on va trouver un nouvel équilibre,
Mais pour l'instant, on est dans cet entre-deux, entre l'équilibre précédent qui était issu d'un monde d'argent facile où l'investissement coûtait pas cher, à un monde où ça sera beaucoup plus cher et il Mm. faudra dégager les moyens pour le faire. Et en attendant, et je ne vous demande pas évidemment un conseil boursier, mais c'est fou de se dire que Ørsted, qui était la star, encore une fois, de l'éolien, Mm. la star en bourse, le cours a été divisé par 6 depuis janvier 2021, l'action qui perd 25% sur la journée de mercredi. Quand on dit qu'on a envie d'accompagner, de financer la transition énergétique, on se dit que ce n'est pas quelque chose de très rentable à court terme pour l'investisseur. Oui, alors on peut aussi se dire que c'est une bonne affaire, parce que finalement maintenant ça vaut plus très cher, qu'il y a des perspectives comme celles que j'ai citées, que Ørsted c'est le numéro un mondial. Hein. Ørsted, alors là aussi c'était ça un grand symbole, c'est que Ørsted c'était un peu le Total Énergie du Danemark, c'était la société d'État pétrolière, et qu'elle s'est totalement désengagée en 2017-2018 de tous ses actifs pétroliers et gaziers pour se concentrer uniquement sur les énergies renouvelables et l'énergie éolienne. Et donc, elle a un poids sur le marché et une présence qui est considérable. Elle gagne encore de l'argent. Et donc, il y a assez peu de chances que ça soit la fin de l'histoire pour Ørsted. Mais c'est quand même, il reste que c'est quand même un sacré trou d'air. Ørsted qui pèse toujours 15 milliards d'euros en bourse. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, salut. Merci David.